Super, bonjour. Aujourd'hui, je réponds à la question quelle est la méthode d'entraînement la plus efficace pour perdre du gras? Donc, comment s'entraîner? Quel type d'entraînement utiliser? Est-ce que muscu, cardio, c'est les entraînements qui sont préférables? Combien de fois semaine on devrait s'entraîner? Eh bien, vous n'aurez pas réponse à ces questions-là parce que vous allez voir que c'est pas là que ça se passe. Donc, commençons. Le principe que tout le monde connaît, mais que souvent on s'obstine à ne pas vouloir appliquer, le principe d'équilibre énergétique ou du déséquilibre énergétique pour la perte de poids. Donc, ce qui est primordial de comprendre, c'est que la dépense énergétique versus les apports énergétiques, ça va déterminer le gain ou la perte de poids. Donc, c'est un concept qui est simple qu'on voit dans maintenant la plupart des magazines populaires. Tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait qu'il faut dépenser plus de calories, qu'on en mange, puis on dit souvent ça en roulant les yeux. Bon, c'est un concept qui est simple, c'est facile à comprendre, sauf que c'est très, très, très difficile à appliquer. Pourquoi? Principalement parce que la mesure des deux compartiments, soit la dépense et les apports, est très, très difficile. J'ai déjà parlé que mesurer les apports nutritionnels avec la meilleure précision dont on peut faire preuve, habituellement, ça nous donne une variation de plus ou moins 300 calories par jour. Donc déjà là, ça peut causer des fluctuations assez importantes sur 7 jours, sur un mois, sur un an. Au niveau de la dépense énergétique, la mesure de l'activité physique, qui est le compartiment de la dépense énergétique qui va nous intéresser le plus, est très difficile. La plupart du temps, les gens ne le mesurent pas du tout, vont se limiter à mesurer le nombre de calories qu'ils vont dépenser au gym. Vous allez voir que c'est très souvent une petite goutte d'eau dans un très vaste océan. L'activité physique, qu'est-ce que c'est? On divise ça en 3 compartiments. On a le compartiment qui s'appelle l'activité physique obligatoire. C'est toutes les activités qui sont associées à la survie et à la reproduction. Autrefois, comme des cavernes, ça se résumait assez bien. Maintenant, dans notre quotidien, c'est les activités physiques qu'on a à faire pour le travail. Donc, les déplacements qu'on a pour aller à l'épicerie, les déplacements qu'on a sur les lieux du travail. Donc, toutes ces choses-là, toute cette dépense énergétique-là qui va être associée à une activité musculaire, va rentrer dans l'activité physique obligatoire. L'activité physique spontanée, c'est tous les mouvements qui vont être gesticulés, des mouvements d'hésitation. Par exemple, je parle au téléphone debout, je me déplace de droite à gauche. Donc, toutes ces choses-là, ça va rentrer dans la catégorie activité physique spontanée. Et la dernière catégorie, qui est habituellement la conception de l'activité physique qu'ont les gens, c'est l'activité physique volontaire. Donc ça, c'est toutes les activités physiques qui sont orientées vers une amélioration de la condition physique ou de la santé. Donc aller faire son jogging, s'entraîner, c'est de l'activité physique volontaire. Si on regarde ici, on a un patron d'activité physique qui a été mesuré à l'aide d'un accéléromètre, donc un petit appareil qui est porté 24 heures sur 24, qui va mesurer minute par minute tout ce que les gens font. Donc vous pouvez voir maintenant l'activité physique sur une période ici de 6 jours. Et on peut voir 3 couches. Donc, en vert, on a des activités physiques dites modérées. Pour les fervents amateurs d'activité physique, on parle d'une activité physique entre 3 et 6 mètres. Vous donner une idée, qu'est-ce que ça peut avoir l'air? C'est comme aller sur un tapis roulant environ à 3 à 6 km/h. En jaune, on a toutes les activités physiques vigoureuses. Donc, ça va être entre 6 et 9 mètres ou entre 6 et 9 km/h sur un tapis roulant. Et en rouge, on va avoir toutes les activités physiques très vigoureuses, donc en haut de 9 mètres ou en haut de 9 km/h sur un tapis roulant, approximativement. Donc, on peut voir que cette personne-là, le lundi, on a une belle journée, il y a eu beaucoup d'activités physiques très vigoureuses, comparativement au reste de la semaine, il n'y en a pas eu du tout, et il y a eu très peu d'activités physiques modérées ou vigoureuses. Surtout vendredi, si on regarde ça, ça n'a pas été une grosse journée. Donc, le 24 heures et le 7 jours, ou en ce cas-ci le 6 jours, est important à considérer dans son patron d'activité physique. Parce que même si cette personne-là avait rajouté 2 ou 3 entraînements, il est peu probable qu'elle ait réussi à augmenter sa dépense énergétique de façon suffisamment intéressante pour occasionner une perte de poids relativement importante. Donc, très important, il faut s'assurer de considérer les 24 heures, les 7 jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait le restant de la journée? Ne pas se limiter uniquement à qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'entraîne. Trop facile, ça. De dire, là, je me déculpabilise, j'ai travaillé pendant 45 minutes ce matin, mon activité physique est faite. C'est pas ça. C'est vraiment de dire, je vais être actif au quotidien, puis aussi, ça peut être excessivement agréable de faire ça. Comment on peut faire pour déterminer notre activité physique au quotidien? Il a utilisé un podomètre. Donc, un podomètre, c'est pas aussi bon qu'un accéléromètre. Ça nous donne des données un peu moins poussées. Sauf que pour 20 $, ça peut nous donner un portrait assez intéressant de notre activité physique sur une semaine. Donc, ça nous permet une analyse au quotidien.
Il faut garder en tête que c'est pas parfait, mais si on prend l'exemple ici, ben on a un patron d'activité physique sur 7 jours qui ressemble un peu à ce qu'on aurait pu avoir avec un accéléromètre, avec un peu moins de détails. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ben, si on suppose que la personne ici s'est entraînée mardi et jeudi, on peut voir que c'est ses 2 meilleures journées en termes d'activité physique. Puis le restant de la semaine, ben, il ne se passe pas grand-chose. Donc, comment on peut expliquer ça? Ben, lorsque les journées d'entraînement sont plus actives, ça se peut que les autres journées, on soit fatigué puis on bouge moins. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant de faire, c'est de chercher à augmenter l'activité physique lors des journées où il n'y a pas d'entraînement. Donc, se stationner un petit peu plus loin lorsqu'on ne s'entraîne pas, par exemple, ou prendre un peu plus de marche d'escalier, prendre des détours inutiles s'il faut. Un exemple à ce titre-là, quand on fait l'épicerie, ben, il n'y a rien qui vous empêche de repasser dans les allées, de refaire toutes les allées une fois que vous avez terminé votre épicerie. Ça va prendre environ 5 minutes. Si vous achetez rien d'autre, ça n'augmentera pas vos apports énergétiques, puis ça va probablement à peu près doubler votre dépense énergétique pour votre épicerie. Donc, en 5 minutes, c'est une activité qui se fait facilement, puis qui va vous permettre de bouger plus. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour ceux et celles qui disent « Oh, moi, j'en fais déjà assez, je peux pas bouger plus. » Il y a toujours moyen de bouger plus. Il y a 2 raisons que je peux accepter pour que qui justifie en fait que quelqu'un ne puisse pas bouger plus. La première, c'est que cette personne-là est dans le coma. Puis la deuxième, c'est que la personne est décédée. Si on ne rentre pas dans les 2 catégories, c'est sûr qu'on peut bouger plus au quotidien. Une autre possibilité qu'on peut avoir, c'est que journée d'entraînement lundi, mercredi, qui sont des journées où il n'y a pas beaucoup de pas, puis c'est à l'extérieur de l'entraînement à ce moment-là qu'on a eu plus de pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Ben, c'est possible que la personne elle soit victime de mécanismes compensatoires. Dans un premier temps, ça se peut que la personne se dise je m'entraîne aujourd'hui, je vais prendre ça un peu plus relax, je n'irai pas prendre les marches d'escalier parce que je vais en faire 20 minutes de simulateur de marche d'escalier. Donc, ce qui se passe, c'est que sur 24 heures, c'est possible qu'on diminue le niveau d'activité physique. L'autre chose, au lieu que ce soit une anticipation ou une appréhension de l'activité physique, bien, ça peut être la fatigue. Je m'entraîne le matin, j'ai les jambes en compote, c'est fort possible que je prenne moins de marche d'escalier, que ça me tente moins d'aller faire des détours pour me rendre au travail. Donc, à ce moment-là, ça peut arriver que la fatigue de l'entraînement fasse en sorte que je bouge un petit peu moins. Et j'attire votre attention sur la fin de semaine. La fin de semaine, si on ne travaille pas, c'est 2 journées qui sont magnifiques pour augmenter notre niveau d'activité physique. Et la plupart du temps, les gens n'y arrivent pas, simplement parce qu'ils vont faire 2 à 3 heures de plus de grasse matinée. Et ça va couper dans leur temps d'activité physique. Et à ce moment-là, on perd de superbes opportunités de bouger plus. Alors, quel est l'impact de l'entraînement sur la dépense énergétique, plus précisément sur l'activité physique? Donc, c'est un petit projet de recherche qu'on a fait. Je vous présente des résultats partiels. Donc, les gens avaient à s'entraîner 3 fois semaine. C'est un entraînement concomitant, donc musculation, cardio, qui prenait au minimum 60 minutes et pour ceux qui se traînaient un petit peu les pieds, 75-80 minutes. Ça commençait, la première séance d'entraînement, en fait, était une séance de test de force qui nous permettait de déterminer les charges à utiliser lors de l'entraînement. On avait également fait un test de VO2 max par analyse gazeuse pour être en mesure de déterminer les intensités sur l'entraînement cardio. Et ensuite ça, il y avait 5 séances d'entraînement réparties sur 2 semaines avec 48 heures de repos, dans certains cas 72 heures quand la fin de semaine rentrait là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné? Alors là, on compare les semaines d'entraînement avec la semaine d'une mesure initiale où les gens ne s'entraînaient pas. Je tiens à mentionner que c'est des gens que ça faisait au moins 3 mois qui ne s'étaient pas entraînés, donc on pouvait les considérer comme étant sédentaires. Alors, ce que ça nous a donné, ben, la moyenne de la semaine sédentaire versus la moyenne de la semaine d'entraînement 1. Il y a des gens qui ont diminué de 10 minutes leur niveau d'activité physique et ça allait jusqu'à une augmentation de 30 minutes. Donc, ici, la statistique qu'on a, dans le fond, c'est que ça nous dit qu'on peut s'attendre, lors de ce type d'entraînement-là, que les gens réduisent en moyenne leur activité physique de 10 minutes et l'augmentent jusqu'à un maximum de 30 minutes. Si la séance dure 60 minutes, ça veut dire que ça n'a probablement pas été suffisant comme augmentation pour augmenter la moyenne sur 7 jours. C'est possible que l'entraînement ait causé aussi de la fatigue. Alors, les jours où les gens ne s'entraînaient pas, ça se peut que les courbatures, par exemple, aient fait en sorte qu'ils bougeaient moins. Et on regarde la différence entre la semaine 1 et la semaine 3. Mais là, le portrait il commence à se diversifier un petit peu plus. Il y a des gens, dans le fond, qui auraient réduit jusqu'à 23 minutes et on a observé jusqu'à une augmentation de 60 minutes. Donc, c'est ce qu'on peut s'attendre à observer dans la population. Donc, il y a des gens qui réussissent à emboîter le pas et à bouger plus, alors qu'il y en a d'autres que ça ne fonctionne pas. Et on soupçonne que c'est fortement associé à la récupération.
Si on s'amuse ici à comparer la moyenne de la semaine sédentaire avec uniquement les jours d'entraînement, donc pas les jours de repos des semaines où il y avait de l'entraînement, ben, si on compare semaine 1 avec la semaine 2, les gens, ben, on peut s'attendre à avoir une augmentation de 18 à 60 minutes du niveau d'activité physique, ce qui est, à mon avis, un peu décevant parce que la séance prenait au bon mot 60 minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a des activités compensatoires qui se passent. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont bouger moins, soit en appréhension de la séance d'entraînement, soit à cause de la séance d'entraînement. Par contre, lorsqu'on regarde la différence entre la semaine 1 et la semaine 3, ben là, on se rend compte que les gens ont tendance à bouger plus. Donc, probablement que la récupération puis l'habitude, on tolère mieux la séance d'entraînement et à ce moment-là, être capable de bouger un petit peu plus. Donc, oui, l'entraînement peut arriver à augmenter l'activité physique, mais ça demeure une petite fraction. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, puis à penser que notre entraînement va faire le travail, que c'est systématique parce qu'on s'entraîne, on va bouger plus. C'est pas nécessairement le cas. Donc, je vous donne un petit exemple ici. On va faire des calculs pour le fun de faire des calculs. On va simuler quelque chose. Donc, on va dire une séance de 90 minutes. La personne a une capacité aérobie de 40 ml d'oxygène par kilogramme de poids par minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, une capacité aérobie de sédentaire dans la littérature, c'est à peu près à 35. Dans la vraie vie, les sédentaires que je vois vont être à 20-25. Un athlète de haut niveau, on parle, dépendamment de la discipline, entre 50, 60 et même 70. Alors, pourquoi la capacité aérobie est importante? Ben parce que plus c'est haut, plus ça va nous permettre de dépenser des calories sur le cardio. Plus c'est bas, ben plus le moteur ne permet pas d'utiliser beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça qu'augmenter la capacité aérobie, ça devrait être un objectif d'entraînement pour ceux et celles qui s'entraînent pour perdre du poids. La musculation, c'est pas très énergivore, donc ça coûte pas très cher en calories, même si vous forcez beaucoup, même si vos fréquences cardiaques sont très élevées. La musculation, ça coûte pas cher en calories. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est inutile, mais si vous faites de la musculation pour dépenser des calories, vous êtes mieux d'aller promener un chien Mira, ça va vous faire dépenser plus de calories, puis ça va être utile pour la société. Donc la muscu, ce qu'on veut, c'est améliorer la force musculaire, potentiellement augmenter la masse musculaire, mais c'est pas avec ça qu'on va dépenser beaucoup de calories. Donc, on va mettre un 30 minutes de cardio à 85% de la VO2. Je vous épargne le détail des calculs, mais ça va nous donner approximativement 300 calories. Donc, ça fait une séance avec un total de 500 calories. Alors, qu'est-ce que ça a de l'air? Bien, si on met ça maintenant dans un contexte de 24 heures, cette séance-là, si on compte tous les compartiments de la dépense énergétique, là, on va mettre le métabolisme de repos. Dans ce cas-ci, il va représenter à peu près 50% des calories dépensées de cette personne-là. J'ai pris une moyenne de valeur de gens que j'avais mesuré avec un accéléromètre pour avoir la balance de l'activité physique. De façon arbitraire, j'ai estimé environ l'activité physique obligatoire et spontanée. J'ai mis ensemble parce que c'est très difficile à distinguer ces compartiments-là avec les mesures que j'utilise. Puis, on rentre ici le 500 calories de l'activité physique volontaire. Donc, on a un 23%. Donc, on se rend compte que c'est à peu près proche du cinquième du quart, environ un cinquième, un quart des calories qui vont être dépensées ici. Pour ceux qui sont des fans de bioénergétique, oui, j'ai omis volontairement la thermogénèse alimentaire pour le calcul. C'est le coût de la digestion, c'est à peu près 10-11% environ. Donc, ici, on a sur 24 heures, notre grosse séance d'entraînement, c'est à peu près 23% des calories dépensées sur la journée. Si je ramène ça sur une semaine, à raison de 3 entraînements semaine, donc il y a des jours où on ne s'entraîne pas, des jours qu'on s'entraîne, ben, l'entraînement, ça compte pour 11%, l'activité physique spontanée et obligatoire, 31%, le métabolisme de repos, ben, on s'en balance un petit peu parce que c'est relativement constant dans le fond, c'est pas une variable qui va changer de façon aiguë très rapidement, à moins que vous ayez des fractures d'os longs ou des brûlures sur une grande partie du corps ou des fièvres importantes. Donc on ne vous le souhaite pas, alors on va faire le focus sur les changements ici. Donc, vous vous rendez compte que sur une semaine, ça compte pas tant que ça, votre entraînement. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, puis je suis pas en train de parler contre l'entraînement. C'est juste que l'entraînement pour dépenser des calories puis perdre du gras, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'espoir là-dedans. C'est pas là que ça va se dépenser les calories tant que ça. C'est là que la condition physique va s'améliorer, principalement pour chercher à augmenter cette pointe de tarte-là. Parce que c'est celle-là qui va être garante d'une perte de poids et durable, surtout au niveau de la masse grasse. Pour renchérir un petit peu là-dessus, disons que je passe de 3 entraînements semaine à 5 entraînements semaine. Ben, on regarde, on passe de 11% à 17% environ.
Donc, c'est pas énorme considérer les efforts. Puis là-dessus, j'ai été gentil. J'ai pas mis de baisse au niveau de l'activité physique obligatoire spontanée. J'ai gardé les mêmes valeurs, donc j'ai rajouté seulement des séances. Ça veut dire que la personne, il n'y a pas de fatigue qui est générée qui vient interférer avec l'activité physique obligatoire ou spontanée. C'est peu probable. Il y en a peut-être aussi qui vont dire oui, mais le métabolisme de repos, il va augmenter. Cet entraînement-là, on peut estimer qu'il va y avoir une augmentation du métabolisme de repos de peut-être 5-6% pendant quelques heures. Donc, ça va être négligeable. Pour avoir des grosses augmentations du métabolisme de repos, ça prend des séances d'entraînement qui sont excessivement incapacitantes, c'est-à-dire qui causent beaucoup de dommages. Et à ce moment-là, ici, on a une grosse réduction qui est souvent plus importante que l'augmentation du métabolisme de repos pour la récupération. Donc, les points importants à retenir, ce qu'il faut savoir, c'est prioriser l'augmentation de la dépense énergétique au quotidien. Donc, s'assurer qu'on augmente le niveau d'activité physique. Et votre PNI là-dedans, ça va être la perte de poids. Pourquoi? Ça nous dit c'est ça qu'on veut. Oui, sauf que plus vous perdez du poids, plus vous êtes léger. Plus vous êtes léger, chacun de vos déplacements vous coûte moins cher en calories. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que si vous dites je vais marcher, je vais faire 4 coins de rue à tous les jours, puis ça marche, faire du poids, à un moment donné, ça ne marchera plus, tout simplement parce que la même distance, avec moins de poids, c'est moins de calories dépensées. Donc, il faudrait augmenter la distance parcourue, augmenter la vitesse, etc., etc. Donc, il faut augmenter la difficulté pour que le niveau de sollicitation soit plus important. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut s'assurer aussi de stabiliser ou diminuer les apports énergétiques. Donc, attention à l'appétit et à l'état des réserves de glycogène. C'est-à-dire que si vous réduisez trop vos apports caloriques, à ce moment-là, il y a de la fatigue qui va s'installer. Et il va y avoir une baisse de votre dépense énergétique sur 24 heures. Pas tant que ça, votre métabolisme de repos qui va ralentir, surtout votre niveau d'activité physique qui va être amputé sérieusement. Et à ce moment-là, c'est coûteux.